Alors justement, vous parlez du pays, vous parlez des États-Unis. On va quitter l'Irak parce qu'il y a aussi aujourd'hui une Amérique sûre d'elle, convaincue que cette guerre est juste et que George Bush est le seul président pour la mener à bien. Une Amérique qu'on a bien du mal à entendre ici en France, et pourtant elle affirme défendre des principes qui nous sont chers, la démocratie et la liberté. Détrompez-vous, il ne s'agit pas d'un discours extrémiste, il est partagé par une grande partie de la population, à commencer par ces jeunes recrues qui se préparent à aller au combat. Marie-Pierre Courtelmont, Romuald Dra, Jacques Michan et Rupert Hedgel. Vehicle to the right! Let's go, let's go! L'attaque du checkpoint, factice. Les balles à blanc. Le blessé, une douleur simulée. Et Bagdad est à 9000 km de là. Plus pour très longtemps, dans quelques jours, ces réservistes américains seront déployés en Irak. Dernière séance d'entraînement avant le départ. Quand ils arrivent ici, nous essayons de leur faire entrer dans le crâne qu'ils sont en Irak et nous avons 2 ou 3 jours pour leur inculquer cela. Nous espérons qu'ils prennent cet exercice très au sérieux parce que le commandant en chef et nous-mêmes considérons que c'est de notre responsabilité personnelle de les entraîner pour qu'ils ne soient pas blessés en Irak. Et au fin fond du Wisconsin, dans le nord des États-Unis, le Pentagone a même recruté des figurants pour tenir le rôle des Irakiens. Certains sont d'origine arabe, d'autres sont des Américains déguisés. Tous se prêtent à un exercice de fouille. Ne soulève pas trop, il pourrait ne pas porter de slip. L'instructeur n'a jamais mis les pieds en Irak. Il faut monter le ton et lui dire comme ça, « Monsieur, vous videz vos poches ou je vous arrête. » Tu es trop hésitant quand tu lui parles. Interdiction d'interviewer les prétendus Irakiens comme les réservistes pendant l'exercice. La base militaire de Fort McCoy accueille actuellement 1 millier de soldats pour les entraîner pendant 2 mois avant l'Irak. Beaucoup portent l'uniforme de la garde nationale. Des civils qui ont signé un contrat bien particulier avec l'armée américaine. L'État paye leurs études, moyennant 1 année de service militaire, des sessions mensuelles d'entraînement, mais surtout les gardes nationaux sont mobilisables à tout moment de leur vie. Le service de communication de l'armée accepte le principe d'interview de soldats, mais en présence d'officiers de presse et à certaines conditions. Interdiction d'évoquer le Vietnam, les raisons de la guerre, de parler de George Bush. Chacun leur tour, ils nous parlent de leur départ en Irak. Je sais que là-bas, les insurgés font des choses horribles aux soldats qu'ils capturent. Ils les exécutent ou mutilent les corps. Je ne sais pas grand-chose en dehors des histoires qu'on m'a racontées. Il fait chaud et il y a du sable. Là-bas, nous aidons les civils qui ont besoin de nous. Je sais que notre présence est bénéfique. Je crois que c'est un pays qui va être reconstruit selon nos standards. Que savez-vous de la culture irakienne, de la culture arabe? Je ne sais pas grand-chose. Je sais ce qu'on m'a dit ici. Vous ne devez pas montrer la paume de vos mains ni lever le pouce. Les officiers de presse interviennent. N'entrez pas dans les détails. Avez-vous reçu des cours de culture? Juste un peu. Autour de Fort McCoy, le Wisconsin se pare des dernières flammes de l'été indien. Les couleurs de la campagne sont aussi électorales dans cet État démocrate. On affiche paisiblement ses convictions politiques devant sa porte. La famille Mollet a choisi une autre bannière, le soutien aux forces armées. Scott est chauffeur poids lourd et garde nationale. Sa passion pour l'armée a envahi sa pelouse.
Ces rubans jaunes marquent mon soutien aux troupes qui sont en Irak et dans d'autres pays. Comme ça, les soldats savent que nous sommes derrière eux. Pas comme pendant la guerre du Vietnam, où quand ils sont rentrés au pays, il y avait des gens contre eux. Les enfants ne savent pas que leur père ne fêtera pas Halloween avec eux. Fin octobre, Scott rejoint Fort McCoy. Il passera Noël en Irak. Ouais, ça va être dur de ne pas être ici quand les enfants vont chercher les bonbons. Ils vont de porte en porte pour les récolter. Après ça, ils rentrent à la maison pour se partager le butin. Et cette année, je ne serai pas là pour voir tout ça. J'ai très peur pour lui. Je suis très nerveuse. Les enfants ne réalisent pas que c'est dangereux. Nous ne leur disons pas. Mais je suis inquiète. Il aime son pays, il aime ce qu'il fait. Il veut y aller. Et nous devons lui en être reconnaissants. Et pour nous faire partager le sens de sa mission, Scott a choisi ce lieu, un mémorial dédié aux victimes de la guerre de Corée. La liberté n'est pas gratuite. C'est juste une expression, mais c'est comme ça en ce moment. Nous sommes en guerre, nous ne sommes ni libres, ni en sécurité avec ce qui s'est passé le 11 septembre. Et c'est pour ça qu'on est en Afghanistan et en Irak. Quel lien voyez-vous entre Ben Laden et Saddam Hussein? Je ne vois pas un lien. Ils étaient tout simplement ensemble. C'était une entreprise terroriste. Ils avaient des armes chimiques lors de la première guerre du Golfe, ils les ont cachées et on ne les trouve pas. Autant de certitudes qui aident à surmonter l'angoisse du départ. Et puis il y a l'Église, très présente aux États-Unis, y compris dans le soutien aux militaires. Nous devons prier pour Scott et pour tous nos amis qui servent dans l'armée. Le drapeau américain trône dans le hall de l'église, à côté des photos des membres de la communauté partis pour la guerre. Le prêtre de la paroisse est un fervent supporter de George Bush. Je suis d'accord avec George Bush. La politique, c'est la main droite, la religion, la main gauche, et on ne peut pas vivre avec deux mains droites. George Bush dit qu'il a un job, celui de chef de l'État, mais il dit aussi qu'il est un homme de foi. Les deux sont inséparables, donc je le soutiens. Dans la famille Mollet, les opinions politiques sont plus partagées. Repas de famille autour du rôti dominical. La grand-mère de Michel suit de très près la campagne électorale. Je vais voter pour John Kerry parce qu'il faut que ça change. George Bush n'a rien fait pour nous, à part dépenser beaucoup d'argent, nous endetter et perdre beaucoup d'hommes en Irak. Moi, je vais voter Bush. Son plan d'action est arrêté, et si on change de président, alors là, ce sera le chaos. Depuis que Bush est arrivé, nous n'avons pas avancé d'un iota. En fait, on a plutôt reculé. Je suis d'accord. Le coût de l'assurance maladie, de l'essence, le prix de la nourriture, des vêtements, tout a augmenté. Au-delà de la guerre, c'est bien la précarité de leur système de santé et la hausse des prix qui préoccupent les Américains en cette période électorale. L'essence qui a augmenté de 27% en un an. Mais depuis 6 mois, l'Amérique va mieux. Les emplois reviennent et à quelques centaines de kilomètres de là, le quartier d'affaires de Chicago perpétue le rêve américain. La bourse de Chicago a retrouvé son entrain, 2 millions de transactions par jour.
Dès 7 h du matin, plus de 2000 courtiers enflamment les échanges. Ira Harris est l'un des plus gros traders de Chicago. Le petit homme pèse lourd et la guerre ne lui fait pas peur. D'un côté, c'est positif. La guerre stimule l'économie pour fabriquer les munitions, les tanks. D'un autre côté, les gens consomment moins et sont plus prudents parce qu'ils sont inquiets. Mais une fois que le marché a eu le temps d'absorber cet événement, la guerre, à ce moment-là, le marché de la bourse redevient stable. John Cox. Une embellie économique qui réjouit les républicains. John Cox est l'un de leurs représentants. Il se présente à une élection locale qui aura lieu, elle aussi, le 2 novembre prochain. George Bush représente un style de gouvernement qui affirme que l'individu est plus important que le gouvernement, que les libertés individuelles sont plus importantes que ce que peut faire un gouvernement. Ça, c'est le Parti républicain. Le voici en campagne dans un barbecue républicain. Il s'adresse à des convaincus, comme ce père de famille de 8 enfants. George Bush est du côté de la vérité et Dieu veut que nous soutenions cette vérité. Mon fils veut être marine. Il apprend en ce moment la notion du bien et du mal, la vérité et le diable. Et s'il meurt à la guerre, c'est en se battant pour la liberté, ce que Dieu a donné à tous les hommes. Je serai pour. D'un meeting à l'autre, la guerre en Irak est l'un des thèmes de la campagne de John Cox. Et il n'a aucun doute sur les prétendus liens entre Saddam Hussein et Ben Laden. Nous savons qu'il y avait des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Irak. Mais comment vous savez ça? Parce qu'on les a découverts en arrivant là-bas. Je me souviens avoir lu un article bien précis sur un camp en Irak qui décrivait un avion factice pour s'entraîner au détournement. Je ne crois pas qu'il y ait un service de renseignement au monde qui doute que Saddam Hussein était bien disposé envers les terroristes. Aucune de nos actions n'était une vengeance du 11 septembre. C'était uniquement pour empêcher un autre 11 septembre qui pourrait frapper Paris, Nice ou Marseille. Mais Saddam Hussein n'a jamais attaqué l'Amérique, c'était Ben Laden. Absolument, absolument. Mais quelle a été la réaction de Saddam Hussein au 11 septembre? Il a célébré l'attentat en commandant un tableau qui montre les avions s'écrasant dans le World Trade Center. John Cox poursuit sa tournée électorale. Cette parade organisée dans la banlieue de Chicago est un formidable terrain de chasse pour l'homme politique. Comment ça va les gars? Bonjour, je suis John Cox, candidat à l'élection locale. Je suis grand supporter des motards. La liberté, c'est pour cela qu'on a combattu et qu'on est mort. Et nous sommes un club de motards vétérans du Vietnam. Et entre deux randonnées en Harley-Davidson, les motards se tiennent au courant de l'actualité. Bien sûr que Saddam Hussein et Ben Laden étaient liés. Les mauvais fréquentent les mauvais, les bons fréquentent les bons. Quand on a été attaqué en 2001, on s'est défendu, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon et l'Allemagne ont attaqué Pearl Harbor. On a attaqué l'Allemagne. Les États-Unis sont connus pour aider tout le monde, les pauvres, les déshérités, nous les aidons. C'est pour cela que l'Amérique est si belle. C'est vers une autre génération de vétérans que John Cox se dirige maintenant. Vous n'avez pas peur que l'Irak devienne un nouveau Vietnam? Je ne pense pas avec George Bush aux commandes. Il sera élu, il va faire le boulot, se débarrasser des méchants et rendre le pays aux Irakiens. Et puis la conversation dérive sur la position de la France. Les Français auraient pu nous donner des troupes. Je pense que les Français ont la mémoire courte. Si vous repensez à l'Indochine ou à la Deuxième Guerre mondiale, les Français ont la mémoire très très courte.
John Cox est déjà reparti pour un autre meeting. Cette fois-ci, un dîner de républicains hispaniques. Et il se sent obligé de justifier notre présence, mais il ne sait pas qu'il est enregistré. Ils font un magazine pour la télévision française. Nous allons leur faire passer un message. George Bush n'est pas un cow-boy. Il croit à la liberté, en l'initiative individuelle, et il va gagner. George Bush l'explique d'ailleurs lui-même avec cette cassette enregistrée en anglais et en espagnol. My administration is committed to this basic principle. El sueño americano es para todos. All deserve a chance to achieve the American dream. Some 85,000 Latinos have served in Iraq and Afghanistan. Some have given their lives. Some have been injured. America is grateful for their service and sacrifice for our security and freedom. « 12% des militaires américains tués dans le conflit sont d'origine hispanique. Mais dans la salle, personne ne veut croire que certains soldats en Irak dénoncent l'horreur de cette guerre. Oh mon Dieu, si vous étiez un de ces soldats, je vous dirais, vous faites ce que le pays vous demande. Vous avez signé librement. Si vous avez des doutes maintenant, vous n'auriez jamais dû vous engager. Mais ce n'est pas vraiment le moment, en période de difficulté, d'envisager d'abandonner. Vous êtes un soldat américain. Vous devez défendre la liberté, comme nous l'avons toujours fait dans tous les conflits, depuis la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons toujours défendu la liberté. Descendez de votre nuage. Rappelez-vous que vous êtes un Américain et rendez-nous fiers. Semaine de rentrée scolaire à l'Université de Chicago. Des étudiants du monde entier viennent ici suivre, entre autres, des cours de relations internationales. La philosophie ici, c'est de toujours remettre tout en question. Le scepticisme est une valeur positive. Et quand on recherche une solution aux problèmes dans le monde, la meilleure méthode, c'est de remettre en question toutes les certitudes qu'on peut avoir. Ce matin-là, Chris Hayde suit un cours sur la sécurité internationale. Et comme toujours dans les universités américaines, la priorité est donnée au débat extrait. L'ONU a demandé à l'Irak de montrer toutes ses armes de destruction massive. Et l'Irak a déclaré qu'elle n'en avait pas. Le résultat, c'est que nos dirigeants ont décidé d'y aller en disant qu'ils savaient où elles étaient. Et au final, on n'en trouve pas. La vraie question, c'est de savoir si les Irakiens sont plus heureux aujourd'hui avec la possibilité de construire leur avenir. Même s'ils se livrent à une guerre civile, ils peuvent le faire maintenant alors qu'ils ne pouvaient pas le faire il y a quelques années. Mais pourquoi, selon vous, la France est-elle la bête noire de la politique étrangère américaine ? Je pense que les électeurs les plus engagés ne connaissent rien à la politique étrangère. Ce qu'ils veulent entendre, c'est « on vous protège et on n'a besoin de la permission de personne ». Avons-nous le monopole de la démocratie ? Certainement pas. Avons-nous le monopole des droits de l'homme? Certainement pas. Mais nous sommes dans le peloton de tête des pays qui proposent la meilleure alternative. Dans le passé, on entendait « vous êtes américain, un gros bœuf qui pèse lourd dans un pays influent ». Tout le monde était jaloux, mais malgré tout, on arrivait à en être fier. Mais maintenant, cette guerre est indéfendable. Et tout cela vient de l'administration Bush. On est gêné. On le sent quand on voyage. L'accueil a changé et on a l'impression qu'on doit s'excuser. Pour l'heure, les policiers du commissariat du 11e district à l'ouest de Chicago sont aux antipodes de ces préoccupations. Comme tous les jours, la matinée a apporté son lot d'arrestations. À 15 h, George F. Grove et son jeune coéquipier prennent leur service. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous venez de faire ? Nous vérifions l'arrière de la voiture pour être sûr que les personnes interpellées ce matin n'ont pas caché d'objets interdits, des armes ou même un stylo bille.
que quelqu'un pourrait utiliser comme une arme. 25 ans que George patrouille dans le 11e district. L'un des plus dangereux de Chicago. La drogue, les armes, les meurtres. Les policiers y sont craints, les caméras de télévision malvenues. La première intervention de George concerne un accident de voiture. L'auteur s'est enfui, les policiers enregistrent la plainte. Est-ce que votre travail a changé depuis le 11 septembre? On fait plus attention à la sécurité dans les immeubles, même au commissariat de police. Les gens sont moins ouverts et sympathiques qu'avant, particulièrement dans les aéroports où il y a plus de sécurité. Mais dans votre travail, vous devez faire plus attention au terrorisme que vous ne le faisiez avant? On est obligé de garder un œil sur des paquets qui traînent, ces choses de ce genre. Vous savez, depuis le 11 septembre, le monde a beaucoup changé, et même dans notre petit univers du quartier ouest. Et qu'est-ce que vous pensez de la guerre? Vous savez, je n'aime pas parler politique. Je suis un ancien marine, c'était dans les années 60. Vous savez... L'après-midi se poursuit dans le calme. D'autres accidents de voiture, un petit cambriolage. Et entre chien et loup, George nous emmène devant la station hydraulique qu'il doit désormais particulièrement surveiller. Un attentat priverait d'eau des milliers d'habitants de Chicago. Et c'est là que George va nous livrer ses sentiments sur la guerre. La guerre en Irak? Je ne pense pas que nous devrions y être. Pourquoi? Il me semble que la personne qui nous a attaqués est Oussama Ben Laden, qui est en Afghanistan. Alors, que faisons-nous en Irak? Vous ne pensez pas qu'il y ait une relation entre Ben Laden et Saddam Hussein? Non, et les gens qui ont enquêté n'ont pas trouvé de relation ni d'armes de destruction massive. Je pense que nous chassons le mauvais lapin. Peut-être que George Bush a dit à son fils qu'il n'avait pas fini le travail dans les années 90 et que le jeune George, devenu président, devait aller là-bas et arrêter Saddam. C'est un peu comme le Vietnam dans les années 60 et 70, une situation sans espoir et sans utilité. Nous n'aurions jamais dû y aller. La nuit est tombée sur le 11e district. Le temps s'accélère. Pendant 3 heures, les arrestations se multiplient. Au commissariat, les policiers gèrent le quotidien. Ça, c'est du cannabis. Ça, c'est de la poudre qu'ils sniffent. Il y en a beaucoup ici? Oui, beaucoup d'héroïne, de crack. Et encore plus de cannabis. Un prévenu est sous l'emprise de la drogue. Les policiers décident de l'isoler. Hold that door. 23 heures, George a fini son service. C'était juste un jour normal dans le quartier. C'est une guerre urbaine ici, pas un conflit global comme en Irak. Mais aussi, il y a des gens qui ne veulent pas de nous, des gens armés, comme on en a vu dans la rue. Ils ne veulent pas de la police parce qu'on dérange leur trafic et qu'ils n'aiment pas ça.
Est-ce que vous pensez que George Bush s'occupe aussi de cette guerre urbaine? Je pense que si les priorités de George Bush étaient différentes, il pourrait nous donner plus d'argent pour nous aider dans cette lutte. Cela nous aiderait. Et s'il y avait plus de travail dans ce quartier, les jeunes ne vendraient plus de drogue, parce qu'ils auraient une autre alternative. Loin du 11e district, le calme du centre-ville de Chicago. La télévision diffuse ses programmes. La télévision d'une Amérique en guerre, mais on y voit peu d'images de l'Irak. Deux Américains s'y affrontent, les porte-voix d'un pays aujourd'hui divisé par une guerre lointaine.